Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Tchad. Une attaque contre le palais présidentiel fait 19 morts. Une attaque a visé le palais présidentiel de N'Djamena au Tchad ce mercredi dans la nuit ou dans la soirée. Attaque dont les précisions ont été apportées ce jeudi par le procureur dans un communiqué rendu public ce matin. Le procureur a qualifié cette attaque d'acte d'une extrême gravité constituant au regard de la loi pénale des crimes d'assassinat, de coups et blessures volontaires, de tentatives d'atteinte à l'ordre constitutionnel, d'atteinte aux institutions de l'État, à la sûreté de l'État, de complot contre l'État et de participation à un mouvement insurrectionnel. Il a également indiqué que les enquêtes sont déjà ouvertes pour situer les responsabilités, chercher et identifier tous les instigateurs, les auteurs, les co-auteurs et complices et de ces actes, procéder aux arrestations de ces instigateurs, auteurs, co-auteurs et complices de ces actes afin de leur appliquer la rigueur de la loi. Mais que s'est-il réellement passé au Tchad? Quel regard peut-on porter sur une telle situation? Alors qu'on connaît un peu la situation du Tchad, c'est la question que nous allons poser à nos invités. Et je veux bien vous la poser à vous en premier, Samirou Osama. Comment interprétez-vous ces tirs aux abords et à l'intérieur du palais présidentiel de N'Djamena ce mercredi? Je pense qu'il faut rappeler que le Tchad est habitué non seulement à des coups d'État, mais également à des attaques des groupes rebelles, donc des groupes djihadistes, notamment le Boko Haram qui sévit au niveau du lac Tchad. Donc quand vous avez un pays comme ça qui est de façon sur le plan sécuritaire instable, il faut s'attendre, il faut s'attendre donc à ce genre d'événements. Mais ce qui est inquiétant, c'est-à-dire que quand on regarde un peu l'histoire donc du Tchad, du moment de Idriss Déby père, vous vous rappelez bien, en 2008, en 2009 plutôt. En 2010, en 2009, en 2008, en 2019, nous été l'appui donc de l'armée française. Je pense que le Tchad aurait été envahi par les groupes rebelles. Donc, ce qui s'est passé au niveau donc de la capitale doit être inquiétant. Quand les autorités tchadiennes présente ce groupe-là comme vraiment des personnes saoulées, droguées, qui ont réussi à attaquer la garde présidentielle, à pénétrer au sein du palais présidentiel, vous comprenez en réalité la fragilité donc de l'appareil sécuritaire donc au niveau de cette institution qui est la première institution de l'État. Et par la suite, nous avons vu la communication tordue des autorités tchadiennes. Vous avez vu une certaine contradiction. Les sous-secrétaires autour de lui parlaient d'un commando lourdement armé. Après, vous avez vu le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderrahmane Koulamala, oui, qui a minimisé un peu l'attaque. Et au lieu de parler, donc, parce qu'on dit que les combats ont duré près d'1 heure de temps. Donc, vous imaginez un peu les échanges de feu. Et là, lui, il vient parler des niquelés, donc des personnes, des jeunes drogués qui sont des armes blanches, qui avaient des armes blanches, qui avaient des coupes-coupes et tout cela. Comment se fait-il que des personnes qui ont des coupes-coupes, des personnes qui ont des machettes arrivent à tenir tête à une armée qui est l'une des armées redoutables au niveau de l'Afrique, parce que vous vous rappelez bien à l'époque la prouesse donc de l'armée tchadienne au niveau donc du Nord Mali, au niveau donc de Mali, lorsque le Mali était attaqué par les groupes terroristes et djihadistes. Donc on ne comprend pas véritablement. Il y a un certain flou autour donc de ce qui s'est passé. Soit les autorités veulent minimiser parce que cet événement intervient dans un contexte où le Tchad accueille le ministre des Affaires étrangères chinois qui était en déplacement donc au niveau du Tchad, qui a été reçu d'ailleurs ce matin-là par le président de la République au palais présidentiel, et donc dire que juste après quelques heures le palais subit une telle attaque de ce genre. Donc ils essaient de redorer l'image donc de l'armée tchadienne, notamment de la garde présidentielle, en minimisant un peu l'attaque qui a eu lieu. Mais au fond, je pense que c'est un mal profond, parce que cet acte également intervient
quelques semaines après avoir annoncé la fin donc de l'accord militaire entre la France et le Tchad, qui a véritablement duré près d'une soixantaine, près de 60 ans d'ailleurs, juste après donc les indépendances. Je ne sais pas si c'est un message qu'on essaie de les envoyer pour dire qu'en réalité vous n'avez pas encore toutes les capacités militaires, stratégiques nécessaires pour assurer votre sécurité, ou c'est un concours de circonstances véritablement. Mais bon, tout le monde connaît cette réalité de la fragilité de la sécurité donc au niveau donc du Tchad. On sait très bien dans quelles conditions le père Idriss Déby a été assassiné au front par les rebelles au niveau donc de ce pays-là. Donc ça ne surprend véritablement pas une telle attaque parce que bon, c'est véritablement dans ces conditions-là également que le Tchad a connu un certain nombre de coups d'État. Ça a commencé comme ça et après, sauf que cette fois-ci, ça n'a pas abouti véritablement. Ça doit véritablement inquiéter les autorités tchadiennes, doivent prendre la mesure du possible parce qu'on sait qu'en réalité, dans nos pays africains, ceux qui sont au pouvoir investissent beaucoup plus dans l'armement, dans la sécurité, non pas pour assurer la sécurité de la population, mais pour leur permettre donc de rester au pouvoir pendant longtemps, par la force donc de l'armée. Et c'est ce qui se passe au Tchad au temps donc du père, c'est ce qui se passe aujourd'hui au temps du fils. Et là, cette attaque donc de ce mystérieux commando vient discréditer un peu donc l'image qu'ils essaient de montrer à la face du monde d'un Tchad stable, d'un Tchad fort sur le plan militaire, d'un Tchad souverain, d'un Tchad autonome sur le plan militaire également. Donc c'est vraiment une triste réalité. Merci beaucoup Samir Ourosama. Alors Pasteur Edo, comment comprendre ce qui s'est passé au Tchad ce mercredi autour de 19h vers 20h, on a annoncé ces tirs devant le palais présidentiel, à l'intérieur du palais présidentiel, pratiquement 1 heure d'échange de tirs, avec toutes les communications qu'il y a eu aujourd'hui, avec le recul, que faut-il dire de cette attaque? Vous savez, le Tchad, de par sa situation géopolitique, joue un grand rôle entre le Sahel et puis l'Afrique centrale. Mais malheureusement, ce Tchad-là a été toujours marqué par des tensions politiques depuis des années avec l'État et les groupes rebelles jusqu'à ce que Boko Haram et Al-Qaïda s'en sont mêlés. Et la situation, tout est complexe à ce niveau. Donc, une attaque, parce que les informations, il y a tellement de confusion. On minimise d'un côté, le procureur même dit que c'est une attaque d'une grande ampleur, si on l'a écouté. Alors, une attaque mineure n'aurait pas occasionné d'un si grand nombre de morts. Oui, finalement, 20 morts. 20 morts, est-ce que vous imaginez? 2 militaires, finalement. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 militaires. Bon, donc, les armes blanches dont on parle, est-ce que ça pouvait constituer des échanges de tirs, parce que les autres vont tirer comment? Selon des versions, ils ont attaqué d'abord les gardes positionnés devant la présidence. Ils ont pris leurs armes, ils se sont accaparés de leurs armes et puis ils ont commencé par tirer. Ils ont commencé par tirer. Je crois que dans ce genre de situation, on ne dit jamais la vérité. Dans ce genre de situation, on ne dit jamais la vérité, parce que dire la vérité aussi peut-être exposerait la nudité, la faiblesse, la fragilité des institutions, notamment nous parlons de la présidence, la garde républicaine. C'est la garde d'élite. En fait, c'est la garde d'élite qui est formée, superbement formée par bien équipée, les Occidentaux, formée par les Israéliens, formée par les Iraniens, formée, c'est-à-dire la garde républicaine, c'est une unité spéciale. Et cette unité spéciale, c'est un corps spécial qui est prêt à tout. Et donc, quand on présente la situation comme ça, ça relève une fois encore la fragilité de la sécurité de la sécurité nationale, notamment au niveau du palais présidentiel, parce que c'est la plus grande institution de l'État, le palais présidentiel. Et donc, ça fait que au cœur du pouvoir, un groupe des jeunes désœuvrés, des jeunes drogués, puissent faire cette prouesse-là, cette incursion spéciale-là. Tirée pendant presque 1 heure. Et tirée pendant presque 1 heure. Je crois que ça laisse à désirer. Et le président
le jeune président, vous savez, nous on a eu de peur que de mal parce que il venait à peine de contester les décisions, les propos d'Emmanuel Macron qui se trompe, qu'il est dans une autre, il se trompe et que ce serait dans d'une autre époque et tout cela. Je crois que Samy a dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce que c'est un message qu'on leur envoie? Mais je ne sais pas qui. Samy n'a pas précisé qui leur envoie ce message. Je ne sais pas. Puisque c'est une interrogation. Qui leur envoie ce message, je ne saurais. Moi-même, je ne saurais le dire. Je peux me faire aussi cette idée. Ça peut être le Boko Haram, hein? Je peux me faire cette idée. Bon, donc, c'est dire quand même que c'est très fragile et il va falloir quand même que, vous savez que la fin de la transition a été contestée par des élections. Vous savez comment les élections ont eu lieu avec Succès Masra, l'opposant à Idriss Déby fils. Bon, donc aujourd'hui, est-ce que c'est un message pour dire que nous avons besoin d'un gouvernement d'union nationale, nous avons besoin d'aller ensemble, les enquêtes vont se poursuivre, vont donner quoi? Qui serait l'instigateur de cette... Est-ce que ce sont les groupes rebelles? Est-ce que c'est le Boko Haram? Est-ce que c'est une attaque terroriste? Tout est confus et je pense que comment on l'appelle? Le Tchad doit apprendre à être stable. Il faut une certaine stabilité. Et cette stabilité, je crois que ça doit passer en principe par toutes les forces vives de la nation. C'est-à-dire, après Idriss perd, il va falloir quand même que le fils puisse ratisser l'âge. C'est vrai quand même que pendant la transition, il y a eu une conférence, comment on l'appelle, conférence nationale. Comment, je sais pas, ils ont donné un nom où il y avait tous les acteurs, mais l'assassinat de Djibo, je crois que il y a c'est Djibo, non? Oui, bon, l'assassinat de Djibo, je crois que du président. Oui, bien sûr, ça a été aussi une situation. Son cousin, ça a été une situation compliquée. Et donc aujourd'hui, il va falloir quand même que le Tchad se redessine, se repositionne. Vous voulez parler de Yaya Djilo? Yaya Djilo, je parlais de son assassinat aussi, a été quand même très mal vu parce que ses lieutenants sont là, ses collaborateurs sont là, ses éléments sont là. Bon, donc tout ça là, ça peut facilement contribuer à faciliter la situation au Tchad. Mais de toutes les façons, tout ce qu'on souhaite au Tchad aujourd'hui, c'est vrai que nous avons contesté la transmission du pouvoir du père au fils et qui a été approuvé par Emmanuel Macron qui est venu l'installer. Aujourd'hui, je pense fondamentalement que le Tchad doit se trouver une certaine identité et que la stabilité doit être vraiment au point pour qu'on n'arrive pas à ce genre de situation qui fragilise les institutions et qui peut être couronné, qui pourrait être couronné par un coup d'État et que le Tchad va se lancer encore dans une certaine stabilité. Ce n'est pas tout à fait. On n'a plus besoin de ce genre d'actes aujourd'hui. Quelqu'un au pouvoir, vous prenez les armes contre lui. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit éviter. Robert Kossigan, que s'est-il passé selon vous au Tchad ce mercredi? Comment l'interprétez-vous au regard du contexte actuel dans le pays? Donc on ne saurait le dire, d'autant plus que les acteurs qui devraient nous dire exactement ce qui s'est passé nuancent parfois l'intensité de l'attaque. D'autres essaient de minimiser totalement la situation. Sauf que voilà, l'homme de droit, le procureur, a ramené un peu la situation dans son contexte juridique pour dire que c'est un crime grave. En temps, moi, je suis en train de penser que est-ce que ce n'est pas un règlement entre les Agawa eux-mêmes, c'est-à-dire la tribu du président. Mais est-ce qu'il faut tout ramener aux tribus au Tchad? Mais vous savez, c'est de cette tribu que Djibo, Yaya Djibo, le cousin, il est de cette tribu. C'est une tribu forte, hein? Oui, c'est une tribu organisée. Forte, voilà, organisée qui, entre-temps, alors règle leur compte, voilà, ça dit que ceux qui sont pour le président, qui ne veulent plus de lui, surtout ceux qui ne veulent plus de lui, n'ont pas droit de citer. À chaque fois, c'est eux qui perdent leur vie dans ça. Est-ce que c'est quelque chose de ce genre? Parce que on ne peut pas imaginer que des assassins, des jeunes drogués qui ont pris beaucoup d'alcool et tout, qui prennent l'arme blanche pour alors tuer 4 ou 5 gardes présidentiels. Pas le 2. Pas le 2. Bon, il y a plusieurs blessés, 5 blessés. 5 blessés. Vous savez, une garde présidentielle, nous avons une idée de l'armada
d'armes de pointe. L'équipement, c'est des équipements de pointe. Et heureusement que dans le texte, nous avons lu que voilà, ils ont fait une réplique à l'arme automatique. Ça veut dire que c'est des gens qui sont bien équipés, ils ont des armes au poing et tout. Et qui savent maîtriser beaucoup de situations, même à main nue. Voilà. Dire que des jeunes munis d'armes blanches ont pu alors rentrer dans un palais présidentiel avant de prendre les armes des militaires pour tirer durant 1 heure de temps, c'est beaucoup de choses. Heureusement que même ils ont dit que ce n'est pas une attaque terroriste, donc on écarte la piste, la thèse du terrorisme. Et on repasse un peu à l'ère Déby Itno, qui parfois a son palais présidentiel encerclé par les mercenaires ou les opposants, et que voilà, Sarkozy envoie la France, les militaires français pour venir alors l'extirper des griffes de ces assaillants-là. Donc moi je dis, la seule chose... Certainement ce sont les bienfaits dont parle Macron. La seule chose, vous savez, on va pas ouvrir un autre débat si vous voulez. Selon moi, la seule chose qui peut faire régner la paix, la sécurité aujourd'hui au Tchad, c'est l'ouverture du jeu politique. On ne peut plus toujours fermer ce jeu à ceux qui sont de l'autre camp, c'est-à-dire les opposants, la société civile et tout, et continuer par matraquer, diriger le Tchad d'une main de fer, ou ceux qui veulent parler d'une voix discordante, alors n'ont plus le droit de citer, ou tout de suite sont éteints et sont persécutés, sont tués et tout. Il faut vraiment une assise nationale, autre que ce qui est fait lors de la transition. Il faut faire asseoir tous les Tchadiens pour parler de leur cité, ouvrir le jeu politique pour que même si par les élections présidentielles, l'opposition ne peut pas tout de suite prendre le pouvoir, que dans les autres élections telles que législatives, communales et tout, l'opposition puisse aussi trouver sa place. Cela permettra à ce que tous ceux qui prennent les armes... Toutes les élections ont déjà eu lieu, malheureusement. Mais prochainement, il faut ouvrir le jeu politique. Vous savez, quand les autres aussi ont des parcelles de pouvoir, où ils peuvent alors mettre à contribution leur talent, leur compétence. Le savoir-faire, leur compétence pour la construction du pays. Ça peut faire taire un peu les armes. Voilà, si on est trop dur, je pense quand même qu'à chaque fois, on va assister le temps de Hissène Habré, le temps de Déby Itno, et on ne peut pas toujours continuer comme ça. Il faut ouvrir le jeu politique. Quand le jeu politique est ouvert et que l'alternance au pouvoir est une réalité et que les élections se passent très bien, je pense quand même que les gens oublient un peu les armes pour parler de projets de société. Et comme ça amène le calme, la paix, la sécurité. On peut parler maintenant de développement. Sinon, si nous prenons le bien, le pétrole tchadien, quel est ce bien-là que le pétrole tchadien a amené aux Tchadiens? Toujours, ils sont en guerre. Ça fait que le Tchad est infréquentable. Est-ce qu'il peut y avoir du tourisme au Tchad? Non, je ne pense pas. Parce qu'à chaque fois, c'est les rebelles qui viennent du nord ou de l'est ou de l'ouest. Et c'est dans ça que le père Déby a perdu la vie. Donc, alors, il faut ouvrir le jeu politique pour que tout le monde puisse amener sa pierre à la construction de l'édifice État. Et voilà. Je reviens à vous, Pasteur Ido. Quand on connaît le contexte, vous parliez tout à l'heure des dernières positions du Tchad. D'abord son ministre des Affaires étrangères, puis aussi le président lui-même. Samir aussi disait cela à demi-mot. Est-ce qu'il faut ramener cette affaire de tir des jeunes qui peut-être ont trop bu et qui sont retrouvés devant un palais, qui ont pris de l'arme blanche, qui ont blessé des gardes, qui ont pris leurs armes et qui ont tiré? Est-ce qu'il faut toujours ramener ça à un pays qui serait en train de comploter contre le Tchad? Non, je ne pense pas qu'il ne faut pas vite aller. Il ne faut pas vite aller au besogne. Hein. Il ne faut pas vite aller au besogne. Dans une situation comme ça, ça peut être une coïncidence. Hein. Ça peut être une coïncidence. Mais écoutez, l'ennemi, s'il y a un ennemi, l'ennemi est toujours aux aguets et profite. Hein. L'ennemi profite bien. Hein. Si nous sommes divisés, l'ennemi profite bien pour nous opposer. Vous vous rappelez, hein, ça c'est notre hymne, une partie de notre hymne, ancien hymne. Bon, donc, je voudrais juste dire que cette situation-là, ça doit quand même interpeller le gouvernement tchadien, que son paroisse, comment on l'appelle, sécuritaire, soit comme une jappe à soie. Moi, c'est ce que c'est comme si c'était une jappe à soie. Hein. Ce que j'ai vu là, les gens n'étaient pas, il n'y avait pas d'équipement, on n'a pas dit c'était pas des chars, il n'y avait pas de véhicules, donc ils sont arrivés comme ça, et donc c'est dire quand même que ça peut
peut-être une coïncidence, mais cette prise de position, depuis un certain moment du jeune Idriss Déby, ça prouve quand même que il est en train de vouloir s'échapper de la domination traditionnelle, peut-être pour avoir d'autres alliés, notamment la Russie, la Chine et autres. Est-ce que c'est bien vu de son bienfaiteur, celui que j'appelle bienfaiteur, notamment c'est Macron, puisque nous tous nous avons critiqué Macron ici sur ce plateau pour être allé à N'Djamena pour consacrer le jeune à la place de son père décédé. Et donc du coup, Macron devient son bienfaiteur. Si aujourd'hui il est en train de se désolidariser de Macron pour aller ailleurs, je crois qu'on aura bien voulu le recadrer, le dire de faire attention. Mais s'il faut le recadrer, est-ce que c'est par des petits tels qui sont décrits, par des jeunes tels qui sont décrits par les officiels tchadiens comme vous et nous n'étions pas là. Aucun d'entre nous ne peut dire exactement les jeunes là qui étaient-ils. C'est ce qu'on nous a dit, on nous a fait croire. Bon, est-ce que au fait, dans la réalité, est-ce que c'est ça? Personne ne saurait aussi le dire. Donc tout compte fait, c'est un avertissement quand même au jeune président que vous n'êtes pas encore assis. Si vous pensez être assis, de toutes les façons, ça ne sera pas facile. Mais qui maintenant? Est-ce que c'est des ennemis? C'est une puissance extérieure? Par cette manière, personne ne saurait le dire. Même aujourd'hui, les ennemis internes sont aussi plus dangereux que ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, je crains que cette situation ne vienne envenimer l'ancrage politique au Tchad, surtout pour que ça ne conduise pas au règlement de compte. Parce qu'on va vouloir régler les comptes à l'opposition, peut-être à l'opposition, vous savez, c'est comme ça se fait. On va vouloir régler le compte à l'opposition et la situation encore va s'envenimer et il y aura encore des troubles au Tchad. Bon, ça, c'est ce que personne ne souhaite. Aujourd'hui, tous les acteurs tchadiens sont appelés à aller dans une dynamique pour permettre au Tchad d'être une véritable puissance. Ce Tchad qui est riche en ressources, notamment le pétrole, mais ce pétrole, malheureusement, qui n'a jamais profité aux Tchadiens. Robert Kosigan, je voudrais aussi faire une petite analyse sur la situation. On peut aussi se servir de cette situation pour faire une purge. Une purge des indisciplinés, des non-alignés dans le rang, de ceux qui dirigent aujourd'hui le pouvoir, pour dire que voilà, ça émane d'eux, surtout qu'on vient de dire qu'une enquête est ouverte pour alors faire arrêter les complices, les auteurs. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on met entre complices, co-auteurs et tout ça? C'est tous ceux qui seront qualifiés juridiquement comme ça. Est-ce que réellement ces personnes-là seront liées de près ou de loin à cet événement-là? Ça peut aussi servir d'alibi pour alors éloigner un certain... Comme ça se fait dans tous les pays francophones. Oui, pas dans tous les pays francophones. Je veux parler du Tchad. Ce qui se passe aujourd'hui, ça peut leur permettre alors d'éloigner ou carrément, de zigouiller certaines personnalités qu'ils voient comme ennemis. Dans leur propre rang. On peut passer par ce canal-là pour les emprisonner, pour leur créer des situations difficiles, où d'autres même peuvent quitter le Tchad, ne serait-ce que pour protéger leur vie. Voilà. Samir ou Osama? Non, moi je pense que la version donnée par les autorités tchadiennes ne tient pas véritablement la route. C'est-à-dire on ne peut pas présenter des éléments, des jeunes qu'on qualifie de drogués, d'alcoolisés, parce qu'ils disent qu'ils ont retrouvé sur eux des bouteilles de boissons et tout cela. On ne peut pas présenter des gens comme ça et qui, même quand tu es drogué n'importe comment, même si tu es saoulé n'importe comment, ils n'ont pas vu un autre édifice ou une autre institution que la présidence de la République, qu'ils savent bien évidemment, qui est bien armé, bien militarisé d'ailleurs, avec des soldats bien formés et bien équipés, et qu'on puisse dire que ces gens-là, parce qu'ils ont comment l'appelle-t-on, simulé une panne devant la présidente de la République, ils ont attaqué 4 gardes, ils ont pu retirer leurs armes. Donc s'il faut compter le nombre de militaires présents au niveau de la présidente de la République tchadienne, s'ils ont pu retirer 4 armes, comment ils peuvent tirer pendant près d'une heure de temps qui sont et tout cela. Et surtout que quand vous allez au sein même de la présidence de la République, il y a des checkpoints, c'est-à-dire que il y a des barrières.
des barrières un peu partout, et puis le matériel militaire qui est gardé en cas de qu'est-ce qu'il y a. Surtout que dans ce pays-là, on est habitué à des coups d'État, des attaques et tout cela. Et donc je pense que c'est véritablement un commando bien armé qui a attaqué la présidente de la République. Parce que quand le procureur parle des investigations qui vont être menées pour déterminer, comment on appelle ça, pour retrouver les auteurs et les complices, ça veut dire qu'en réalité, il y a une certaine préparation qui est derrière l'attaque qui a lieu, et que ces personnes qu'on nous présente aujourd'hui comme étant des personnes droguées, alcoolisées, sont normalement des personnes bien formées, parce que dans la foulée, vous savez qu'il y a de cela quelques semaines déjà, le Tchad a subi également des attaques d'un camp militaire qui a été attaqué par le groupe djihadiste Boko Haram, qui a fait énormément de morts et qui a appelé donc le président tchadien à aller au front. Donc je pense que le narratif n'est pas convaincant. Ce n'est pas convaincant pour vous, Samirou Osama. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.